Alors, tout d'abord, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Que cette journée vous soit une journée utile. C'est pourquoi nous demandons à tous les élèves d'éteindre leur portable pour qu'ils sachent que nous sommes là pour travailler et non pour nous amuser. Le travail doit d'abord primer sur tout. Nos remerciements vont aller d'abord au corps professoral, à l'administration, mais aussi à vous, élèves. Vous êtes venus nombreux et nous espérons qu'à la sortie de cette journée du 10 juillet, vous en tirerez au moins quelque chose. C'est d'abord pour vous faire savoir que l'activité que nous comptons mener est une activité pédagogique. C'est pour apprendre et de préparer dans une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, votre examen du BFM. Et il est bon de vous rappeler que l'objectif de la journée, c'est essentiellement de vous offrir toutes les conditions pour votre réussite, mais aussi de demander et de poser des questions sur les choses qui peuvent ne pas vous être claires. Et on n'insistera jamais assez sur l'importance du BFM. C'est la transition. C'est à partir du BFM que vous allez choisir, que vous allez vous orienter et votre vie en dépendra. C'est pourquoi il ne faut pas vous tromper. Il ne faudra pas vous tromper dans les choix que vous aurez à faire. Alors, le BFM, c'est cela. C'est la transition entre la classe de 3e et le lycée. L'année prochaine, beaucoup d'entre vous seront en S1, en S2, en STEC, etc., etc. Alors, c'est donc pour vous dire l'importance de la journée d'aujourd'hui qui est là pour vous rappeler ces choses-là. Et maintenant, c'est à vous, c'est votre journée. Et les professeurs seront là et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voudrez. Et ils essayeront de trouver des débuts de solutions. Alors, c'est sur ce que je peux déclarer la journée comme étant ouverte. Et ensuite, vous donner le chronogramme de la journée. Il est vrai que nous accusons un léger retard, mais nous essaierons de le combler. Jusqu'à 11h30, un peu. Alors, il y aura un échange sur les programmes avec les professeurs de français, M. Sow et Mme Diol. Ensuite, cette séance sera suivie d'une pause pour le petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a parlé du petit déjeuner. Allez, on continue. Non, donc après le petit déjeuner, il y aura une deuxième activité, un développement personnel avec le docteur Dia, qui va donc faire un exposé pour vous. Et
cet exposé s'arrêtera pour la pause du déjeuner. Et après cela, il y aura une troisième activité avec des échanges, des conseils entre professeurs et élèves. Quel que soit le problème qui vous taraude, quel que soit le problème que vous avez par rapport à l'examen, nous sommes là pour vous aider. Et il vous appartient à vous de nous aider à vous aider. Si vous avez des problèmes, dites-le. Et ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Sur ce, je vous remercie, chers élèves. Et sans plus tarder, nous allons essayer de donner le micro à M. Sow et à Mme Diol, qui sont des professeurs de français dans notre établissement. Je vous remercie. Chers élèves, ou chers apprenants, ou comme j'aime tellement le dire, chers enfants. Vous êtes nos enfants. Et ça fait fierté que nous sommes là aujourd'hui avec vous pour partager cette journée. Et comme M. Sembène l'a si bien signalé au début, à l'entame de ses propos, c'est une journée d'échange. En français, donc il y a plusieurs activités, mais en français, nous sommes là pour vous aider à régler quelques détails. On n'a pas de gros détails à régler. Parce que je me dis que l'essentiel a été fait. On a démarré au mois de septembre. Arrivé au mois de juillet, ce n'est pas en ce moment qu'on va avoir des problèmes. Mais il y a des détails quand même qu'on doit régler. Et c'est pour cela que nous sommes là, en face. Et avec mon frère, M. Sow, on aura à vous écouter, à prendre compte de vos préoccupations et à essayer d'y répondre. On va d'abord démarrer par la méthodologie de la dissertation. Si vous voulez, on peut, comme nous parlons de littérature, intégrer les romans. En deuxième phase, nous allons passer sur tout ce qui est étude de langue, à savoir la grammaire, la conjugaison. Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont les inquiétudes que vous avez vis-à-vis de ces disciplines ou de ces matières? Donc, je vais donner la parole à M. Sow, qui va démarrer avec vous sur la méthodologie de la dissertation. Au même moment, si vous avez des questions, vous les posez. D'accord? Comme on a dit, c'est... Voilà, merci beaucoup, Madame Diol. Salam alaikum wa rahmatullah. Je salue tout le monde. Je salue d'abord mes chers collègues. Je salue également le corps professoral, notamment également les surveillants qui ont accompagné les élèves. Je salue ceux qui nous viennent de Mbao, de Rufisque, de Golfe, de Bourguiba, de Castor. Donc, comme l'a si bien dit mes doyens, cette journée-là est une journée, en tout cas, d'une importance capitale. Donc, il faudra quand même de profiter de cette occasion-là pour, en tout cas, faire d'une manière globale une synthèse, si vous voulez, du programme de français. Et bientôt, vous serez seul sur votre table pour affronter ces épreuves. Donc, comme l'a dit Madame Diol, pour ne pas perdre du temps, nous allons tout simplement revenir. L'essentiel a été fait, comme elle l'a dit. Donc, l'essentiel a été fait en classe. Aujourd'hui, nous sommes là tout simplement pour partager avec vous. C'est à vous de nous aider, comme Doyen Sembène l'a dit, à vous aider. Et comment vous aider, c'est de nous dire exactement où est-ce que vous avez des difficultés. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, il faudra se poser la question suivante. Si on me donne ceci, comment je dois faire? Ou bien si on me demande de faire cela, par où je dois commencer? Si tu ne trouves pas la réponse, il faut la poser au professeur. Vous le faites, vous allez voir qu'une fois sur ou bien devant vos épreuves, vous n'aurez pas de difficultés. Et pour la dissertation, la méthodologie de la dissertation, c'est déjà fait, mais on va reprendre tout simplement d'une manière très résumée. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme.
je l'ai dit, redit encore, la forme, elle est importante d'abord. La forme, devant la copie, on doit savoir que ça, c'est une dissertation. Même si vous écrivez des conneries, j'ai dit, il faut les mettre sous 3 grandes parties. 3 grandes parties. Et ces 3 grandes parties, vous les connaissez. C'est l'introduction, c'est le développement et la conclusion. Ça, c'est le minimum, la forme. Donc là, au moins, faites une introduction, au moins, faites un développement et au moins, faites une conclusion. Et comment maintenant créer ces parties? Il faut sauter des lignes. Vous écrivez votre sujet, sautez une ligne, faites votre introduction, sautez une ligne, développez, sautez une ligne, faites la conclusion. Et là, vous aurez 3 grandes parties. Ça, c'est la forme. Donc là, c'est à respecter. Toujours sur la forme, vous allez voir qu'également, dans les parties là, il y a des sous-parties. Je dirais même des paragraphes. Comme dans l'introduction, on a l'habitude de le dire, c'est composé également de 3 sous-parties. À savoir, amener le sujet, comme on le dit, poser la problématique, d'autres vont parler de poser le sujet, et enfin, annoncer le plan. Et maintenant, ces 3 sous-parties-là constituent l'introduction. Si vous terminez avec l'introduction, vous sautez une ligne, maintenant, vous attaquez le développement. Maintenant, pour les 3 sous-parties de l'introduction, c'est très simple. Amener le sujet, comme son nom l'indique, vous l'amenez. Maintenant, vous le prenez où? Vous le prenez où? Et qu'est-ce que vous allez amener en réalité? Et dans le sujet également, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on me demande du moins de faire? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Parce qu'on va vous donner, dans le sujet, il y aura forcément un thème. Il y aura forcément un thème. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de faire à partir de ce thème-là? Ça correspond à la consigne. À la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je vais parler des causes, ou bien je vais parler des avantages, ou bien je vais parler des inconvénients. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? C'est important de se poser cette question-là. Et forcément, on vous dira ce que vous devez faire. C'est bon? Maintenant, quand vous terminez de lire le sujet, maintenant, vous tentez de l'amener. Amener le sujet correspond à tout simplement définir le thème. C'est une façon d'amener un sujet. Ou bien de présenter le thème. C'est une façon d'amener un sujet. Si vous voulez également, vous pouvez le prendre dans son contexte général et l'amener au contexte particulier. D'où le nom, amener le sujet. Ou bien d'où l'expression amener le sujet. Donc là, sinon, vous pouvez le prendre dans le passé et vous l'amener au présent. C'est bien possible aussi. Donc là, parfois également, il y a une autre manière de le faire, mais je pense que ça ne sera pas aussi facile pour vous. C'est le fait de commencer par une citation. Et là, ça demande tout simplement un bagage littéraire pour le faire. N'est-ce pas, hein? Donc, après avoir amené le sujet maintenant, vous pouvez revenir à la ligne. Comme vous pouvez continuer. Mais vous pouvez revenir à la ligne. Ça, c'est pour séparer les sous-parties de l'introduction. Et maintenant, vous posez la problématique. Posez la problématique. Hein, qui se fait comment? Parfois, on peut reprendre le sujet. Parfois, on peut reformuler le sujet. Et là, les leçons de grammaire reviennent dans la problématique. Par exemple, quand on pose la problématique, vous pouvez revenir à l'interrogation indirecte. On peut se poser une question d'une manière indirecte, comme on peut se poser une question d'une manière directe. Quand vous reprenez le sujet, ça vous renvoie au discours direct. C'est dans ce contexte qu'il est dit, c'est pour cela qu'on affirme, et ainsi de suite. Et voilà, vous reprenez le sujet textuellement sans la consigne, et vous le mettez entre guillemets. Et automatiquement, vous allez voir qu'un discours direct apparaît. C'est bon? Maintenant, il va rester quoi? Annoncer le plan. Annoncer le plan. Vous l'annoncez. À qui? Au correcteur. Dire, il y aura combien de parties, par où commencer et par où terminer. Donc là, et également, l'annonce du plan également doit dépendre de la consigne. Il ne faut pas voir là où vous avez plus d'idées et vous allez dire que non, moi je vais commencer par là parce que là, j'aurai plus d'arguments. Non, il faut rester fidèle à la consigne. Dès lors, on vous apprend dès maintenant, j'ai l'habitude de vous le dire, la fidélité, être fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle à la consigne, et vous allez voir ce que le correcteur va faire, et là, il vous demande maintenant d'apprendre à être fidèle dans la vie aussi. Parce que c'est ça, en réalité, la dissertation. Après l'introduction, on va passer au développement. Le développement renvoie au texte argumentatif. Et vous allez voir à chaque fois que vos profs vont commencer par le texte argumentatif. Le texte argumentatif correspond exactement
au développement de la dissertation. Mais là, il ne faut pas revenir pour amener le sujet encore pour définir le thème parce que c'est déjà fait. Là, vous venez tout simplement pour attaquer la première partie. N'est-ce pas? Et maintenant, vous développez. Et dans le développement, n'oubliez pas les connecteurs logiques. Idées, arguments, explications, exemples. Et maintenant, vous reprenez idées, arguments. Et là, c'est le fond. Maintenant, le fond. Votre pertinence, votre cohérence, votre originalité, mais également votre démarche. Donc là également, c'est la cohérence qu'on va corriger. La pertinence, vos idées. Donc là, il faudra avoir également des idées pertinentes. Et il faut les organiser. Il y a des connecteurs qui vous permettent de commencer. Si vous voulez introduire une première idée, vous avez des connecteurs pour le faire. Premièrement, dans un premier temps, en premier lieu, pour commencer, tout d'abord, ça vous permet d'introduire le premier argument. Vous l'introduisez maintenant, il faut l'expliquer. Parce que vous voulez persuader. C'est ça l'objectif de cet exercice-là. Donc là, il faut l'expliquer. Par des connecteurs également. En effet, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, parce que, vu que... Donc là, ce sont des mots que vous devez avoir pour tout simplement être cohérent. Maintenant, quand vous terminez l'explication, si vous avez des exemples, vous donnez des exemples. Là également, il y a des connecteurs pour le faire. Par exemple, c'est le cas de, prenons l'exemple de, en est un exemple. Parfois, vous pouvez donner l'exemple et à la fin, vous dites, en est un exemple. Le Sénégal en est un exemple, par exemple. Donc là, ça vous permet tout simplement d'être clair dans votre argumentation. L'idée est terminée, vous prenez une autre idée. Il y a des connecteurs également pour le faire. Des connecteurs pour ajouter de nouvelles idées. Ensuite, en plus, de plus, ajoutons à cela. Et maintenant, vous amenez une nouvelle idée. Et vous faites pareil. Maintenant, évitez de faire la répétition également des connecteurs. Raison pour laquelle vous devez en avoir plusieurs. Donc là, quand vous terminez l'idée, vous reprenez la troisième idée ou bien le troisième argument. Et vous faites pareil. Quand vous terminez une partie maintenant, vous êtes obligé maintenant d'aller vers la deuxième partie. Vous avez un thème qui parle de cause. Et la deuxième partie parle de solutions. Là, maintenant, vous faites une transition. Parce qu'on ne doit pas sentir une rupture. Donc la transition, quand vous la faites, revenez à la ligne. Ne sautez pas. Vous revenez à la ligne. Vous faites la transition. La transition, c'est quoi? C'est de résumer une partie et d'introduire une autre partie. Parfois même, on l'appelle conclusion partielle. Vous voyez, donc là, vous résumez la première partie et vous introduisez la deuxième partie. Même ne soyez pas trop long dans la phrase de transition. Parce que sinon, vous risquez de vous répéter au niveau de la conclusion générale. Donc, quand vous terminez la première partie maintenant, vous attaquez la deuxième partie et vous faites pareil. Donc là, premier argument, deuxième argument, ainsi de suite jusqu'à la fin. Explication, illustration, exemple. Et vous prenez l'argument suivant jusqu'à la fin. C'est ça le développement. Quand vous terminez le développement, maintenant, vous sautez une ligne pour attaquer la conclusion. Et la conclusion, comme vous le savez, c'est le bilan. C'est la fin du devoir. Le bilan. Quel bilan? Bilan des différentes parties développées. Ça vous permet de vérifier les hypothèses. Ça vous permet de vérifier ce que vous avez développé. Donc, c'est dans cette partie que vous pouvez citer. Quand je corrige vos copies, parfois je vous dis, il ne faut pas citer dans le développement. On ne cite pas dans le développement. Dans le développement, on ne cite pas, on développe, on explique. Donc là, maintenant, dans la conclusion, là, vous pouvez résumer et vous citer quelques arguments. Pour la première partie, vous résumez la deuxième partie, vous citez quelques arguments et maintenant, vous ouvrez une perspective. Là, c'est pour montrer que vous n'avez fait que donner votre point de vue et le débat reste ouvert. Donc, grosso modo, d'une manière très ramassée, et je pense que là où vous avez des difficultés également, vous allez signaler cela et ça nous permettra tout simplement de revenir sur quelques détails. Maintenant, l'autre remarque, nous sommes dans la dissertation. Donc là, les œuvres au programme. D'habitude, au BFM, on donne un sujet sur les œuvres au programme et un sujet d'actualité. D'habitude. Et maintenant, on a parlé d'arguments. Les arguments nous viennent d'où? C'est important. Où est-ce que vous allez prendre ces arguments-là? Elles vous viennent d'où? Donc, il faut lire
il faut lire, il faut partir des œuvres programmes, de l'actualité, de l'histoire, mais également de notre vie quotidienne. Parfois, les exemples également, vous les tirez d'où? C'est important. Évitez des exemples banals. Comme donner un exemple, par exemple, mon cousin. Non, on ne connaît pas ton cousin. Il faut donner des exemples qui sont valables, des exemples crédibles. Il y a de ces exemples-là, vous les donnez, personne ne pourra quand même vous rectifier ou bien dire le contraire. La fois passée, j'avais donné un exemple. J'ai dit, par exemple, actuellement au Sénégal, si vous regardez bien, vous prenez le roman Une si longue lettre de Mariamba, où on parle du problème de caste. Vous parlez de problème de caste, on vous donne un sujet sur ce thème-là, et vous parlez de la série préférée des Sénégalais, BTBT. Là, les gens diront que c'est un bon exemple quand même. Mais il y a de ces exemples-là, il faut les éviter. Des exemples que le correcteur ne peut pas comprendre également. Et maintenant, si vous n'avez pas d'exemple, vous avez le droit d'expliciter, rendre les explications plus claires. Parce qu'on n'a pas tout le temps des exemples pour étayer les arguments. Donc, raison pour laquelle les œuvres au programme également sont des éléments qui vont vous permettre de développer, d'être clair, d'être pertinent. Si maintenant vous avez tout simplement des questions, si vous voulez qu'on revienne également sur ces œuvres, si vous voulez qu'on revienne sur la méthodologie également, nous sommes là à votre disposition et je vais donner la parole à ma sœur, Madame Diop. Et on va revenir un peu par des séries de questions pour voir ce que vous avez retenu de la dissertation. C'est quoi la dissertation? Qui peut donner une réponse à cela? Elle comprend combien de parties? C'est quoi la dissertation? Un exercice littéraire. Hein? Bien sûr. Vas-y, lève-toi. Elisabeth, Prenez le micro derrière. Il y a les garçons derrière qui lèvent la main. Un exercice littéraire qui consiste. Et les garçons, vous me connaissez. Si les filles vous dominent dans les questions, on va régler le problème après. Vous savez que moi, je n'aime pas ça. Le micro. Allez, boy, lève-toi. C'est pas toi que je connaissais la maman. Allez, vas-y. Salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. La dissertation, c'est un texte qui comprend 3 parties, soit l'introduction, le développement et la conclusion, qui parle d'un thème ou d'un sujet bien donné. Voilà. C'est bien, on va accepter. D'un thème ou d'un sujet bien donné. Et ce sujet, on l'appelle sujet de réflexion, sujet de discussion. Pour revenir un peu sur quelques détails, en corrigeant les copies, je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui, jusqu'à présent, confondent la dissertation ou le texte argumentatif du texte narratif. On ne vous demande pas de narrer, de raconter une histoire. On vous demande de débattre, de parler de choses concrètes. Ce dont vous aurez à parler est donné dans le sujet. On vous l'a dit, monsieur vous l'a dit, le sujet comprend 2 parties. Le sujet en tant que tel. Aujourd'hui, pour être plus clair, les sujets qui nous parviennent, on écrit contexte, consigne. C'est dans ce contexte où vous aurez le thème et le propos. Le thème, c'est ce dont on parle. Nous parlons de quoi? De la violence. C'est le thème. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Vous voulez discuter du sujet? Je vous dis la violence, je m'en vais. C'est clair? Qu'est-ce qui manque? Oui, le propos, ce que tu allais dire. Le propos, ce qu'on en dit. Et cela est dans cette partie qu'on appelle contexte.
Si vous aurez donc à amener le sujet, comme M. Sow l'a bien dit, vous allez vous focaliser sur ce contexte. C'est à partir du contexte qu'on pourra définir, qu'on pourra amener le sujet. Qu'est-ce qui reste? La deuxième partie de l'introduction. Amener le sujet, c'est où? Oui, c'est la première partie. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Poser la première. Très bien, c'est la deuxième partie de l'introduction. On va poser la problématique. Parfois, c'est sous forme de questions. Et M. a parlé de reformulation ou bien de citation directe. Ça veut dire on prend tel qu'il a été donné et on écrit. Sinon, si on trouve que c'est trop long, on reformule. Et en reformulant maintenant, on peut aller à deux types de discours. Aux deux types de discours que nous avons étudiés, hein, qui sont le discours direct et indirect. Si vous voulez reformuler, vous allez passer au discours. Si on veut reformuler, changer, indirect. Si on veut prendre tel que ça a été donné, direct, très bien. Et nous sommes maintenant à quelle partie? À la deuxième partie de qu'est-ce qui reste? Très bien. Sur quoi allons-nous nous baser pour faire l'annonce du plan dans le sujet de réflexion qui nous a été donné? Très bien. Vous voyez donc que ces deux parties sont très importantes. Le contexte et la consigne. Le contexte permet de faire les deux premières parties de l'introduction. La dernière partie qui est l'annonce du plan, on va se focaliser sur la consigne. Et vous avez fait une très bonne introduction. Qu'est-ce qui reste? L'expression. Comment dire, comment parler. Et comment parler aujourd'hui, on ne vous l'apprend pas. Vous parlez très bien le Wolof. Garçons et filles maintenant, vous parlez bien. Pourquoi? Parce que vous avez des sources. Vous les prenez où? La façon dont vous répliquez là. TikTok. Vous voyez? Hein? TikTok. Quoi aussi? Ou d'autres? Et maintenant, dans la vie courante, sur les réseaux, vous avez parlé des réseaux, à la télé. Les télé-réalités que vous suivez là. Parfois, un enfant te parle, tu te demandes, mais qui fan le jogé? Fan le jëlé li muy wax. Vous avez donc des moyens pour vous exprimer, pour vous défendre dans la vie courante. Maintenant, dans un texte littéraire, où devons-nous puiser nos mots? Pourquoi on vous dit manque de pertinence, de cohérence, maladroit, hein? Beaucoup de maladresse? Pourquoi on vous le dit? Oui, le langage est trop familier. Parce que vous n'êtes pas bien exprimé. Maintenant, comment allez-vous faire pour pouvoir bien s'exprimer? Quelle est la réponse? Comment on fait pour pouvoir bien produire un texte? Pour pouvoir écrire, il faut, les Anglais disent, very good, reading, writing. Reading, writing. On lit, on écrit. Listening, speaking. On écoute, on écoute, ce sont les 4 compétences que les Anglais parlent de the 4 skills. Les 4 compétences de la langue. On peut apprendre une langue sans la lire. Après l'avoir lu, on va l'écrire. On ne peut pas parler une langue sans l'écouter. Après l'avoir écouté, on l'a. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ça, c'est un conseil, entre parenthèses, qu'on vous donne dans l'avenir. Parce qu'à partir de maintenant, à partir de la classe de 3e, doyen Sembé l'a bien dit, vous serez orienté dans des séries. C'est à ce moment maintenant qu'on commence à définir notre vie. Et à partir de maintenant, lorsque j'ai fini le texte narratif, je dis à mes élèves, le récit, on l'a enterré. À moins que vous voulez écrire. Durant tout ce qui vous reste, tout votre cursus, vous aurez à faire quoi? La dissertation. Et là, on vous a initié à la dissertation. Arrivé en classe de seconde, première, terminale, vous allez voir réellement c'est quoi la dissertation. Si on l'a dit, vous ne faites que
une première pratique. Après, vous allez vous parfaire au fur et à mesure que vous avancez. D'accord? Très bien. Donc, il faudra respecter, comme il l'a si bien dit, les 3 parties. Les garçons derrière, les 3 parties. Ce n'est pas un bloc. Introduction, si vous voulez, un bloc. Ou bien à chaque fois, après chaque amorce, c'est ce qu'on appelle amener le sujet, poser le sujet, annoncer le plan. Vous pouvez aller à la ligne si vous voulez. Sinon, vous faites en un seul bloc. Mais quand vous finissez l'introduction, sautez une ligne. Sautez une ligne pour aller au développement qu'on appelle le texte argumentatif. Le texte sera composé le plus souvent de 2 parties. On vous demandera un sujet logique, cause, solution, sujet critique, avantage, inconvénient. Ce que nous avons l'habitude de voir. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop vous charger en classe de 3e en ce qui concerne la dissertation. C'est une épreuve que vous aurez à voir dans la vie future. D'accord? Quand je termine le développement, le texte argumentatif, composé de 2 paragraphes, hein? Comment on l'appelle? Paragraphe? Non, vous n'osez pas. On l'appelle. On l'appelle comment? Paragraphe argumentatif. Qui l'a dit? C'est quoi un paragraphe argumentatif? J'aurais aimé que M. même commence par ces séries de questions-là pour voir ce que vous avez retenu. Vous voyez, vous êtes à moins d'une semaine. C'est quoi un paragraphe argumentatif? C'est un paragraphe où on parle d'argument. Je ne te vois pas, celui qui parle là. Celui qui a le micro, c'est qui? Présente-toi, lève-toi. Aguin, vas-y. Bonjour. Assalamu alaikum. Vas-y. Un paragraphe argumentatif est un paragraphe qui est l'ensemble d'arguments. Qui regroupe l'ensemble des... Arguments. Pour défendre quoi? Le thème. Pour défendre... Très bien, pour défendre la thèse. La thèse, c'est ce que vous aviez dans la... Maintenant, ce texte argumentatif qui constitue le développement de la dissertation, on suit, est composé de paragraphes argumentatifs, comme il l'a si bien défini. Un paragraphe argumentatif est un paragraphe dans lequel on a l'ensemble des arguments qui permettront de défendre une thèse. La thèse, c'est quoi? C'est ce que vous avez signalé dans votre introduction. Nous allons d'abord donner les causes. Ensuite, nous proposerons des solutions. Cause, thèse, solution, thèse. Chaque thèse aura au moins 3 arguments. Je vous le conseille, au moins 3 arguments. Au plus, j'allais dire, au plus 3 arguments. Sinon, limitez-vous à 2 arguments pertinents. Je dis bien pertinents. Pourquoi limitez-vous à 2? À la fin de la production, on sent, nous, correcteurs, la fatigue intellectuelle. Si vous faites 3 arguments dans les causes, vous risquez de ne pas trop développer les solutions. Parce que là, on sent la fatigue. En lisant, nous sentons que vous étiez fatigué. Donc, si vous avez 2 causes, ça suffit pour défendre, sinon 3, le paragraphe qu'on appelle, qui permet de défendre les causes, qu'on appelle un paragraphe argumentatif. On va à la ligne, on ne saute pas de ligne, avec une transition.
La transition me permet de quitter le premier paragraphe argumentatif pour aller au second paragraphe argumentatif. Parce qu'il n'y aura pas de troisième. D'accord? Et comment on l'appelle? J'aime bien définir. On dit quoi? Brique après ciment, quand on construit. On fait monter les briques. Maçon. On fait monter les briques. C'est ça qu'on a. Donc la première phrase de transition s'appelle brique après ciment. Ciment. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ciment entre briques. C'est facultatif. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ciment après briques. Pour introduire la deuxième partie, le paragraphe. C'est ça la transition. C'est minimum, au maximum 3 phrases. Ce sont les 3 phrases. Comme annoncé, nous avons fini. Nous avons étudié les causes et toute cause peut-être non est suivie de conséquences, mais peut-être résolue. Nous avons, comme nous l'avons si bien dit, nous avons fini les causes. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie pour trouver des solutions. C'est ça la phrase de transition. Et maintenant, vous allez entamer les solutions. Vous avez fini les solutions, tout se fait en bloc. On ne fait qu'aller à la ligne. J'ai donné premier paragraphe cause, deuxième paragraphe solution. J'ai fini mon texte argumentatif avec 2 paragraphes argumentatifs. Qu'est-ce que je fais? Je conclus. J'écris conclusion. Très bien, je saute une ligne. Donc, entre les 3 parties, ça, on y insiste. Le professeur qui aura à corriger votre copie, ce qu'il regarde en premier, c'est l'architecture de votre texte. M. Sow a parlé de forme. Est-ce que le texte est beau à voir? Pensez à charmer votre lecteur. Créez de l'élégance dans votre production. On charme le lecteur. Montrez-lui ce que vous savez faire. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Et pourquoi on insiste sur la dissertation, la méthodologie? C'est votre première épreuve que vous aurez à faire le matin et c'est coefficient 2. C'est coefficient 2. Donc faites le maximum. Faites le maximum. Donc, introduction, on saute une ligne. Développement, on saute une ligne et on va à la conclusion. Je crois que c'est bon. Maintenant, on donne quelques minutes, 15 minutes pour questions-réponses. Et après, on va aller à l'étude de la langue. Oui, M. Sow a quelque chose à ajouter. Voilà, je vais compléter tout simplement. Donc, il y a des élèves également. Pendant l'examen blanc, j'ai vu des élèves qui écrivent introduction, 2 points et soulignent. Oui, il faut éviter ça. Si vous faites une introduction, on saura que ça, c'est une introduction, s'il vous plaît. Ça n'a pas la peine de mettre introduction, 2 points, développement, 2 points, conclusion, 2 points. Non. Dans le développement également, j'ai vu des élèves qui ont mis les causes, 2 points, ils ont souligné. Non. Il y a une phrase introductive. Les causes sont 2 points à la ligne tirée. Ça pose problème. Les tirés, on ne cite pas. Il n'y a pas de tirés. À la place de tirés, mettez des connecteurs logiques. Pourquoi des tirés? C'est comme si vous voulez citer quand vous mettez vos tirés là. Donc là, évitez de mettre introduction, développement, conclusion. Évitez de l'écrire en tout cas. Évitez également de mettre les causes, ensuite les solutions, ou bien les avantages, ensuite les inconvénients. Non, faites des phrases introductives. C'est bon? Voilà, donc là, la dissertation, comme elle l'a dit, c'est-à-dire, là, on corrige l'élève. C'est l'élève qu'on corrige. Demain, vous êtes appelés à devenir des médecins. Oui. Si vous êtes des médecins également, il faut être des médecins cohérents. C'est là qu'on vous apprend la cohérence. Oui. Des comptables cohérents, pertinents. C'est ce qu'on attend de vous. Dans les concours, on va vous faire une dissertation. Le prof de français, c'est lui qui va corriger. Je vous dis, même dans les concours, le concours de la douane, mais il y a des sujets de dissertation. Allez à l'ENA.
l'une des plus grandes écoles du Sénégal, des sujets de dissertation, mais c'est des profs de français qui vont corriger. Est-ce qu'ils vont corriger, votre capacité de résoudre des équations? Non. Il va vous corriger tout simplement votre comportement. Votre comportement. Demain, si tu es inspecteur des impôts et domaines, un inspecteur des impôts et domaines cohérent, ça se montre où? Sur ta copie de dissertation. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Donc, la dissertation, dites-vous que vous allez continuer à le faire, ou bien à la faire. Jusqu'à la fin de vos études, je dirais. Pour passer certains concours également, vous êtes obligé de faire également la dissertation. Donc, c'est le moment de régler, en tout cas, certains détails. Donc là, la parole est à vous, si vous avez des questions à poser. Vers d'autres perspectives. En classe, on t'a montré que la conclusion comprend combien de parties? 2. 2. Quelles sont ces 2 parties? Le résumé. Le résumé, très bien. Et la deuxième? Un autre sujet. C'est ça l'ouverture vers d'autres perspectives. Mais on l'a dit autrement, c'est ça l'ouverture vers d'autres perspectives. S'ouvrir vers un autre débat. Ah, c'est ça. Oui, mais en se basant du thème. Le thème parlait de la violence à l'école. On a fait le bilan. Et maintenant, on s'ouvre. C'est ça. L'ouverture vers d'autres perspectives. Une stratégie qu'on vous a donnée en classe qui permet d'éviter les répétitions. Quand un mot se répète, l'utilisation de la tournure impersonnelle, au lieu de dire je pense, je crois, je veux, je propose, il serait, ne serait-il pas, il est nécessaire, il s'avère. Pensez à utiliser les figures de style. La tournure impersonnelle sont des... ça restait. Les propositions subordonnées circonstancielles sont des éléments fondamentaux qui, dans un texte, permet au lecteur de savoir voici un élève qui sait s'exprimer. Éviter les répétitions. Savoir utiliser les substituts du nom. Le mot, on le substitue à quoi? Quel est l'élément qui peut remplacer le mot? Les périphrases. Tout ça sont des éléments qu'on utilise pour éviter des répétitions. Et c'est à ce moment, l'expression, elle est parfaite, elle est machallah, et tu l'as charmée. Ouais. Oui. Les périphrases sont des groupes de mots qui renvoient à telle chose. On a les périphrases verbales, les périphrases nominales. Au lieu de dire un seul mot, par exemple, au lieu de dire la lune, tu as répété la lune, tu peux dire comment la lune? L'astre du soir. L'or. Sénégal. Hein? Sénégal, ce pays de la Teranga. Au Sénégal. Comme nous parlons, notre thème parle de l'hospitalité au Sénégal. On dit au Sénégal. À mon avis, ce pays de la Teranga. Hein? Comme les Anglais aiment tellement dire le pays de l'oncle Sam. Yow li nga bëgg laaj daa bëgg bari de. Tontu naa la. Ouais. Même les écritures, la présentation de la copie. Mais à part ça, qu'est-ce qui? La À part présentation de la la forme. copie. Vous savez, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe. Dans vos bureaux, demain, personne ne viendra dans vos bureaux vous demander de conjuguer des verbes. Personne. Ce sont des outils de la langue. Si on parle de dissertation, c'est parce que on a réglé le problème de la langue, de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et de l'orthographe. On a réglé ce problème d'abord. Maintenant, pour pouvoir s'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit. C'est ce qui est important. Tu dois transcrire une ordonnance. Fais défaut, tu verras. Ah, non, c'est ça la cohérence en vérité. Et ça, c'est ça maintenant également l'importance de s'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit. On a fini, hein? Maintenant, on n'a pas assez de temps, hein, parce qu'on nous signale que... Donc, vous avez encore une augmentation de 20 minutes. de 20 minutes, hein? Donc, voilà. Donc là, on va basculer directement vers les outils de la langue, n'est-ce pas? Liste logique, ouais, je reviendrai sur ça. S'il vous plaît, donc nous allons finir bientôt. Donc on va faire cette transition-là, quitter de la dissertation vers
vers les outils de la langue. Je l'ai dit tout à l'heure, avant de faire une dissertation, il faut savoir conjuguer des verbes. Avant de faire une dissertation, il faut savoir faire des phrases correctement, grammaire et maniement de la langue. Rappelez-vous bien de cette épreuve-là, TSQ. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne vous demandera jamais de conjuguer des verbes dans votre bureau étant médecin ou bien comptable ou bien, ingénieur. Personne ne vous demandera de conjuguer des verbes. Mais il faut les conjuguer correctement quand vous parlez. Il faut les conjuguer correctement quand vous écrivez. C'est l'objectif de ces sous-disciplines-là. Et ceci dit que vous allez également avoir une épreuve intitulée « Texte suivi de questions ». On vous a bien dit texte suivi de questions. On vous donne un texte et on vous pose des questions. Vous devez avoir 20 sur 20. Vous tous. Parce que tout est fait. On vous demandera, vous aurez la première partie du TSQ, c'est quoi? Des questions de compréhension. Compréhension. On me donne un texte, on me pose des questions sur ce texte-là. Mais comment tu peux répondre aux questions de compréhension alors que tu n'as pas lu le texte? Ça pose problème. Il y a des élèves qui répondent en choisissant des paragraphes du texte. Ils vous demandent au correcteur de choisir la bonne réponse. On te pose une question, toi tu reposes la question au correcteur. Ça pose problème. Donc là, il faut voir l'essentiel et vous le dites. Dites l'essentiel. Et généralement, les questions de TSQ, compréhension, généralement d'abord le problème du titre. On vous donne parfois des textes, on vous demande de proposer un titre. On vous donne un texte tiré du roman Vol de nuit, on vous demande le titre, vous dites Vol de nuit. Ça pose problème. Hein? Vol de nuit. Donc, lisez le texte. De quoi le texte parle-t-il? La réponse, c'est le titre. C'est bon? Parfois, on vous donne plusieurs titres, on vous demande de choisir la bonne réponse. C'est plus facile encore. Parfois, on vous donne le titre, on vous demande de justifier le titre du texte. Après la compréhension, on peut vous demander également le type de texte. Faites très attention. Type de texte. Narratif, argumentatif, explicatif ou informatif, descriptif ou bien injonctif. Facile à comprendre. Narratif, temps dominant, généralement c'est le passé de l'indicatif ou bien le présent de l'indicatif. Et là, quand on parle de texte narratif, rappelez-vous du schéma narratif ou bien du schéma actantiel. Descriptif, vous savez comment on décrit. Temps dominant, généralement l'imparfait de l'indicatif. Argumentatif, vous savez, c'est quand vous voulez persuader quelqu'un, vous voulez convaincre un lecteur ou bien un interlocuteur. Explicatif ou informatif, c'est un thème, un fléau, un phénomène sur lequel on donne des explications. Et enfin, injonctif, texte dans lequel on donne des ordres, des conseils, des recommandations, des interdictions. Et généralement, le temps dominant, c'est l'impératif. C'est bon? On vient maintenant au vocabulaire. Vocabulaire. Très simple. Les mots, formation des mots. La formation, comment les mots sont formés. Préfixe, suffixe, radical, dérivation, mots de la même famille. Et vous confondez jusqu'à présent mots de la même famille et mots homonymes. Homonyme, j'ai l'habitude même de parler wolof. Turando, homonyme. Vous tous, vous avez des homonymes? Est-ce que vous êtes la même personne? C'est ça, homonyme. Très simple. Mots de la même famille, mots formés à partir du même radical. Très simple. Des mots dérivés également pour appeler des mots de la même famille. Mais quand on vous dérive, revoyez la question. Parfois, on vous donne la nature du mot. On vous dit nom dérivé, verbe dérivé, adverbe dérivé, et ainsi de suite. Après la formation des mots, il y a le sens des mots. Le sens. On vous demande d'expliquer. Expliquer. Il ne faut pas dire sens propre, sens figuré. On vous a demandé d'expliquer. Parfois, on vous dit quel est le sens du mot dans cette phrase. Vous l'employez dans une phrase avec un sens différent. Là, c'est pour voir ce qu'on appelle la notion de sens. Ce qu'on appelle sens propre et sens figuré. Pour dire que le mot n'a de sens que là où il est employé. Vous avez compris? Après, vous avez ce qu'on appelle les relations de sens entre les mots. Synonyme, homonyme, antonyme, paronyme. Vous savez, non? Synonyme, vous connaissez. Paronyme, antonyme, homonyme.
C'est bon? C'est clair? Vocabulaire, hein, généralement, c'est ce qu'on vous pose. Peut-être ce sont les figures de style, hein? Comparaison, métaphore. Ouais, comparaison, métaphore, personnification, et ainsi de suite, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je vais donner à madame pour qu'elle parle de la grammaire. Et ensuite, je reviens pour la conjugaison. Ouais, pour terminer. En ce qui concerne la grammaire, d'habitude, ce qu'on a l'habitude de voir, avant même de parler, je vais revenir un peu sur ce que M. a dit, le texte suivi de questions, moi, ça me tient tellement. Je tiens à cette épreuve. J'y tiens. Et vous allez savoir pourquoi. Au second tour, les élèves qui auront la chance ou la malchance d'aller au second tour, on aurait aimé que vous passiez tous au premier tour. On aurait aussi aimé ne pas avoir de la journée. Donc, vous comprenez pourquoi je dis malchance ou? Très bien. Maintenant, s'il vous arrive d'aller au second tour, je vous dis que, je crois que on vous l'a dit, on va vous le répéter. Le TSQ est à égalité avec les maths. Vous vous sacrifiez pour les maths. Maths, révision, maths. Qu'en est-il? Et regardez TSQ, texte suivi de questions, c'est quoi? Texte suivi de questions, mais si on dit ça, vous devez avoir 20. Mais c'est tout à fait normal que vous ayez 20. Quand est-ce que vous avez eu à faire, vous avez commencé à faire tout ce qui est grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire? Depuis quand? Primaire. C'est 1. Ou le 6e, CP, CI. Depuis l'école primaire, vous faites tout ce qui est étude de langue. Je dis, je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir qu'un élève qui fait la classe de 3e n'arrive pas à avoir 15 en TSQ. Ou au moins, je diminue, n'arrive pas à avoir la moyenne en TSQ. Tellement facile. Après avoir répondu aux questions de compréhension, revoir vos leçons de vocabulaire, qu'est-ce qui vient? La grammaire. Qu'est-ce qu'on vous demande en grammaire? Nature et fonction des mots. J'ai failli pleurer en corrigeant ma composition de mes élèves second semestre. Quand on dit rivière responsable du réseau entier. Et pourtant, quand j'ai fait la leçon, en début d'année, le premier devoir où il y avait apposition, tous les élèves avaient trouvé. Tous les élèves. Vous apprenez pour faire quelque chose. Là, vous apprenez pour aller au BFM. Mais vous n'apprenez pas pour garder. Vous n'apprenez pas pour garder. Je satisfais un besoin et puis c'est fini. C'est quoi? J'ai le bac devant moi. Je me sacrifie. Si l'élève s'était sacrifié depuis la classe de seconde, première, terminale, il n'allait pas avoir de regrets. La même chose comme pour vous. C'est en classe de 3e que vous mettez au travail. Non, pas en classe de 3e. Au mois de mai. Classe de 3e, mois de mai. Mois de mai, juin. Maintenant, c'est le travail. Je vais me concentrer. Alors que vous deviez le faire depuis la classe de 6e. C'est le cycle qui est évalué. Qu'est-ce qu'on vous demande? Nature et fonction des mots. Qu'est-ce qu'on analyse? Le mot se trouve où? Où est-ce qu'on peut avoir? Dans quel groupe on peut avoir le mot? Ah ouais? Le mot est dans quel groupe? Parle fort. Parle fort. Il y a quoi? Lala. Oui. Dans quel groupe? Dans le groupe nominal. Si le mot n'est pas dans le groupe nominal, il est dans quel groupe? Dans le groupe verbal. Ça veut dire quoi? Le mot dépend du dans le groupe nominal, le mot dépend de quoi? C'est quoi le noyau? Le nom. Le mot que j'ai à analyser en analyse grammaticale se trouve dans quel groupe? Dans le groupe nominal. Ce mot dépend du nom. Le mot se trouve dans le groupe verbal. Ce mot dépend du... Quelles sont les fonctions dans le groupe nominal? Quelles sont les fonctions qu'on peut avoir dans un groupe nominal? On lève la main rapidement. Koulibaly Marie. Très bien.
Parle fort, comme il n'y a pas de micro, élève un peu la voix. Parle fort, Marie. Et je ne veux pas entendre ce que tu viens de me dire là. Ne répète pas. Oui, il est groupe nominal, il est complément du nom, d'accord. Mais bien on le s'il n'est pas complément du nom, il est très bien. Quelle épithète? Quelle épithète les garçons? Épithète liée ou d'état? Sinon, il est? Quelle fonction vous aviez donnée? Responsable du réseau? Apposition. S'il n'est pas position, il est? Complément de l'antécédent avec la proposition subordonnée relative. Il n'y a que ces 4 fonctions qu'on peut avoir dans le groupe nominal. L'élément qui tourne autour du nom, si ce n'est pas un déterminant, détermine. Un déterminant détermine. C'est à la fonction de l'adjectif qualificatif. Il dépend du nom. Il est épithète lié ou épithète détaché à cause de la virgule. Pas d'apposition. Épithète détaché. C'est là la fonction, le rôle d'un adjectif qualificatif. Épithète d'état, détaché. S'il n'y a pas de virgule, épithète lié. Si maintenant, il vient donner une valeur au nom, complément du nom, à valeur circonstancielle. Complément du nom. Si c'est une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent. Voici les 4 fonctions qu'on peut avoir dans le groupe nominal. Un nom donc un élément qui dépend du nom ne peut pas être sujet Marie. Il va conjuguer quel verbe? Il conjugue quel verbe? Le sujet dépend du verbe. C'est sa fonction. Quelle fonction? Fonction obligatoire. Tout verbe a un sujet, un verbe conjugué, je dis bien. S'il n'est pas sujet, l'élément qui dépend du verbe, il a quelle fonction? Il peut être? Allez-y, voyez, heureusement que c'est entre Hikma. S'il y avait d'autres qui intrusent, dinaa doon am gàcce trop. Heure bi yéen ñu leen di laaj li ngeen di yox-yoxi. Hein? S'il n'est pas sujet du verbe, la fonction qui dépend du verbe. S'il n'est pas sujet du verbe. Très bien. Ou bien? Très bien. Très bien. Formidable. Il ne te reste que le complément d'agent. S'il n'est pas sujet à la voix passive, il est complément d'agent. Si le mot n'est pas complément d'agent, n'est pas sujet, il est complément d'objet, direct, indirect ou second. S'il n'est pas complément d'objet direct, fonction essentielle, il est attribut. Voici les fonctions essentielles. Il est attribut. S'il n'est pas attribut, il va occuper une fonction non essentielle, déplaçable, supprimable. C'est laquelle? Circonstancielle. Très bien. Voici les fonctions autour du verbe. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Regardez ce dont nous avons. Là, le mot qu'on m'a souligné, ce mot-là dépend du nom ou bien dépend du verbe. Fini. On m'a souligné un mot. On aurait dû avoir un projecteur pour pouvoir être plus explicite dans ce que nous disons. On m'a souligné un mot dans un groupe. Ce mot-là dépend de quoi? Il dépend d'un nom. Je ne dois pas penser à d'autres fonctions autres que l'épithète, la position, le complément du nom, si c'est proposition, subordonnée relative, complément de l'antécédent. Fini. Si l'élément qu'on m'a souligné dépend du verbe, et dans un groupe verbal, je vais maintenant penser à une fonction obligatoire. Est-ce que c'est son sujet? Non. J'ai trouvé son sujet, c'est pas ça. Donc, c'est son complément d'objet, fonction essentielle. Est-ce qu'elle est directe, indirecte ou second? D'accord. Elle n'est pas. D'accord. Donc, c'est quelle fonction? Ça peut être supprimé, déplaçable, circonstanciel. Dans une phrase où le sujet subit l'action, complément d'agent. Fini. Vous ne devez pas faire d'erreur en matière d'analyse grammaticale des mots. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'analyse logique. Nombre de verbes, nombre de propositions. Nombre de verbes, nombre de propositions.
Verbe, très bien, M. Konaté. Verbe conjugué. C'est quoi un verbe conjugué? Ah, c'est quoi un verbe conjugué? On lève la main. On lève la main. Non, toi, moi. Comment ça s'appelle? Tchoubou. Tchoubou, laisse-moi avec les autres. D'accord, Tchoubou? Oui, derrière, qui lève la main là-bas? Lève-toi que je te vois. C'est quoi un verbe conjugué? C'est quoi à côté de Souma là-bas? On fait vite là. C'est quoi un verbe conjugué? C'est qui est là-bas? Siama? Vous savez pas c'est quoi un verbe conjugué? Prenez la phrase. Prenez la phrase. J'écoutais les enfants chanter. Prenez rapidement. Prenez. J'écoutais les enfants chanter. J'écoutais les enfants chanter. J'écoutais terminaison. Chanter. ER. Et accent aigu. D'accord, ER. Pas accent aigu. ER. J'écoutais les enfants chanter. D'accord? Vous allez me dire, dans cette phrase, il y a combien de verbes conjugués? On lève la main. On lève la main. Oui. Un seul. Un seul. Derrière, oui. Parle fort. Deux. Parle fort. Deux, d'accord. Derrière là-bas. Souma. Deux. Ah, ici. Deux. Ah, j'ai eu plus de réponses de deux. Donc, un seul, c'est faux. C'est pas un seul verbe conjugué. Ceux qui ont dit deux verbes conjugués, quels sont ces deux verbes? Oui, d'ici devant. Parle fort. Parle, toi, en bleu là. Écoutez et chantez. Pourquoi vous avez dit, on suit? Pourquoi vous avez dit deux verbes conjugués? Donne le micro. Prends le micro là. Parce que chanter ne dépend pas du sujet. Le sujet. Oui, chanter dépend, c'est les enfants qui chantent. Très bien. Très bien. Donc c'est quoi? Attendez. Attendez. Donc maintenant, ma question revient. Je ramène ma question. On suit. Je ramène ma question. C'est quoi un verbe conjugué? Oui? Écoutez la réponse. C'est quoi un verbe conjugué? Un verbe conjugué, c'est un verbe qui dépend d'un sujet. Un verbe qui a un sujet. Tout verbe. Tout verbe ayant un sujet est un verbe conjugué. Donc la précision de M. Konaté est de taille. Tout verbe ayant un sujet est un verbe conjugué. Puisque tu as trouvé deux verbes, je ne te laisse pas. J'ai combien de propositions dans cette phrase? Deux. Très bien. Lesquelles? J'écoutais les enfants chanter. Comment on va faire l'analyse logique de cette phrase? J'écoutais. Pronom personnel. Proposition principale. Les enfants chantaient. Proposition subordonnée conjonctive. Proposition subordonnée. Infinitive. Interrogatif. Non, il n'y a pas de Wow. Après, fonction. C'est sa seule et unique fonction. C'est sa seule et unique fonction. Proposition principale, proposition subordonnée infinitive, il n'y a pas de noyau,
COD. Ainsi de suite avec les autres propositions. On suit un peu. S'il y avait un mot introducteur qu'on appelle un mot subordonnat, il serait proposition subordonnée conjonctive. Mais il n'y a pas de mot subordonnat. Si le verbe était au participe présent, on aurait une proposition subordonnée participiale. Comme tu as une proposition subordonnée infinitive, si tu es au participe présent, au participe passé, tu allais avoir une proposition subordonnée participiale. D'accord? Maintenant, nombre de propositions, nombre de verbes donc conjugués, nombre de propositions. Comment faire pour les trouver? On encadre les verbes. Chaque verbe, on essaie de trouver son sujet. Et chaque élément n'a de fonction que dans la proposition dans laquelle il se trouve. Si j'arrive à savoir que voici le verbe, le sujet de tel verbe, le sujet de tel verbe, facilement j'ai trouvé mes nombres de propositions. Reste à analyser la proposition principale. C'est laquelle, celle qui peut aller seule, qui ne dépend pas, mais qui est là pour aider. Elle s'appelle proposition principale. C'est quoi la proposition indépendante? Elle est encore plus, oui, derrière, oui, là-bas. Oui. Ah, et que? Très bien. Elle a dit, j'ai pas ton temps. Si tu veux vivre, cherche quelqu'un ailleurs. Moi, je vis ma vie seule. Comme je veux, comme je l'entends. Personne ne me dérange. C'est la proposition indépendante. D'accord? La proposition indépendante, elle est seule. Elle vit seule. Elle n'aide pas. Elle n'est pas aidée. Vous ne suivez pas. La proposition principale, elle peut vivre seule. Mais elle est trop gentille. Elle dira, je vais aider la subordonnée à exister. Raison pour laquelle elle devient principale. La subordonnée ne fait pas d'effort. Si on ne l'aide pas, elle va mourir. Vous lisez la subordonnée, vous voyez que ça n'a pas de sens employé seul, donc c'est elle la subordonnée. Quel est le mot qui l'introduit? Un mot subordonnat, elle est conjonctive. De cause, complément circonstanciel de cause. Nous sommes venus à la place du souvenir parce que nous tenons notre dernière séance. Parce que nous tenons notre dernière séance, proposition subordonnée conjonctive. Hein? Oui, causale, elle est causale. Conjonctive, mais elle est conjonctive. Pourquoi? Parce que c'est une conjonction qu'il a introduite. D'accord? Et maintenant, tu vas aller donner sa fonction. Complément circonstanciel de cause. D'accord? M. Sow a bien expliqué. Elle est causale. Mais sa fonction sera complément circonstanciel. Là, c'est dans la leçon, elle est causale. Mais dans l'exercice que tu auras à rendre, tu n'as pas écrit causal. Tu écris tout simplement complément circonstanciel de cause. Le temps presse. J'aimerais revenir sur une erreur que j'ai rencontrée lors de la correction de la composition. J'ai vu que beaucoup d'élèves, au moment où on leur a demandé de donner les relations de sens, faites de sorte que ces deux propositions-là se trouvent dans une même phrase complexe. En exprimant d'abord la cause et ensuite la conséquence. Vous avez bien fait, vous avez exprimé la cause et la conséquence, les copies que j'ai vues. Mais vous avez manqué l'épreuve. Vous n'avez pas trouvé. Vous avez confondu quelque chose de très, très important. Qu'est-ce que vous avez confondu? Vous avez confondu le mot, le terme subordination à coordination. On ne vous avait pas demandé de coordonner. On vous avait demandé de créer une subordinat. Quand on coordonne, on utilise quoi? Très bien. Donc, il ne fallait pas utiliser. Est-ce qu'on pouvait utiliser car là-bas? Donc, très bien. Qu'est-ce qu'on devait utiliser?
parce que, puisque, pour la, et pour la conséquence, si bien que. Je vous ai dit que vous avez beaucoup à apprendre. Nous reconnaissons que notre système est trop lourd. Vous avez beaucoup à apprendre. Pour chaque notion circonstancielle, je dis aux élèves, retenez 2. Le correcteur n'est pas là-bas à vous dire pourquoi vous n'avez pas mis parce que, pourquoi vous avez mis vu que. Je sais que c'est la cause, parce que. Je sais que c'est la conséquence, si bien que, au point que, ça suffit. Je sais que c'est le but, afin que, pour que. Pour chaque notion, si vous avez 2, retenu 2 locutions, c'est formidable. D'accord? Si on a plus, excellent. Donc, encore une fois, ne confondez pas les notions. La juxtaposition se fait par quoi? La ponctuation. Grâce à quoi on établit la juxtaposition? La ponctuation. Ah, qu'est-ce qu'il y a? La gorge, ça ne vient pas. La voix. D'accord. La ponctuation. D'accord. Grâce à quoi on fait la coordination? Ou bien, derrière, oui, vous là, derrière les garçons qui lèvent la main, c'est qui là-bas? Oui, lève-toi. Si ce n'est pas la coordination, c'est quoi? Il est là-bas au fond. Ouais. Oui, à part les conjonctions, on a quoi? Les adverbes de liaison. Puis, en effet, par conséquent, de ce fait, ces mots qui sont des adverbes de liaison amènent la coordination. Si ce n'est pas la coordination, la subordination se fait avec des locutions conjonctives de subordination. D'accord? Je crois que tout a été dit. Revoyez la mise en relief, la forme emphatique. Revoyez voix passive, voix active. Revoyez la tournure impersonnelle. Revoyez la tournure pronominale. C'est fini. C'est fini. M. Sow termine avec la conjugaison et après on va clore. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais que actuellement les élèves de la 3e A, leurs yeux sont rivés vers le dehors pour voir si le petit déjeuner est déjà prêt. Mais bientôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc là, je reviens un peu sur ce que Mme Ndiol vient de dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les garçons. Donc, analyse grammaticale. Mme Ndiol l'a dit, hein. Moi, je reviens tout simplement sur la nature. Parce qu'on vous dit nature et fonction. Il y a des élèves, on leur donne un seul mot, ils parlent de groupe nominal. Un seul mot, groupe. On te donne un mot, tu l'appelles groupe. Pourquoi vous l'appelez groupe? Un mot, vous l'appelez groupe. Mon Dieu. Hein? Donc, un mot, on ne peut pas l'appeler groupe. Soit c'est un nom, ou bien un adjectif qualificatif, ou bien un adverbe, ou bien un verbe, ou bien un pronom, ou bien un déterminant, ou bien une préposition, ou bien une conjonction. Donc, il faudra faire très attention avec l'analyse grammaticale. Parfois également, il y a des élèves qui parlent de groupe de mots. Groupe de mots n'est pas une nature. On ne dit pas groupe de mots. On dit groupe nominal, mais pas groupe de mots. C'est à éviter aussi. Éviter de dire groupe de mots.
Maintenant, pour l'analyse logique. Madame Diol a tout dit. Hein. Heureusement qu'elle a donné une phrase qu'on a presque vue en classe. Moi, je me suis dit que, mais Madame Diol, où est-ce qu'elle a vu cette phrase-là? Oui. Et vous parlez d'une seule proposition, d'un seul verbe conjugué. Vous osez. Et je vais ajouter tout simplement, dans cette même phrase-là, parfois on peut vous demander de remplacer par une autre subordonnée. Faites très attention à l'examen. La subordonnée infinitive, on peut la remplacer par une autre subordonnée. La subordonnée infinitive, on peut la remplacer par un groupe nominal. C'est des questions d'examen. Maintenant, moi, je vous parle des questions d'examen. Parfois, on vous pose cette question-là. Remplacer la subordonnée infinitive par une autre subordonnée. Remplacer la subordonnée infinitive par un groupe nominal. Ça arrive. La subordonnée infinitive n'a pas de mot subordonnant. Mettez ça dans vos têtes. Le noyau, c'est un verbe à l'infini, à l'infinitif. C'est comme la subordonnée participiale. Également, il n'y a pas de mot subordonnant. C'est clair. Maintenant, concernant la notion de proposition, principale, indépendante, subordonnée, Madame Diol a donné vraiment une technique pour pouvoir les différencier. Elles ne sont que 3. Principale, indépendante, subordonnée. Et c'est bien clair. Et d'habitude, on donne un exemple banal également pour mieux les reconnaître. D'habitude, moi, j'essaie de dessiner un train. Donc là, c'est wagon et locomotive. À côté, je vais dessiner un taxi pour voir. Donc là, la locomotive, c'est la principale. Les wagons, ce sont les subordonnés. Et le taxi à côté, c'est l'indépendante. Elle n'a pas besoin de wagon ni de locomotive pour se déplacer. Tandis que il y a principal, il y a subordonné. Il y a subordonné, il y a principal, ça c'est obligatoire. Je reviens également sur la notion de proposition subordonnée circonstancielle. Je vous avais dit qu'on peut les appeler subordonnées conjonctives. Elles sont toutes des subordonnées conjonctives. Maintenant, qu'est-ce qui les différencie? C'est la fonction complément circonstancielle. Par exemple, la subordonnée circonstancielle de cause, on peut l'appeler subordonnée conjonctive. Complément circonstanciel de cause. On peut l'appeler subordonnée causale, complément circonstanciel de cause. Mais dans ce cas, c'est comme si on s'est répété au niveau de la fonction. Vous avez compris? C'est bon. La notion de relation entre les propositions, c'est une question qui revient à l'examen. La notion de relation entre les propositions. Faites très attention. Il y a des élèves qui ont changé uniquement le mot subordonnant. Cause et conséquences sont liées. Il n'y a pas de conséquence sans cause, il n'y a pas de cause sans conséquence. Mais si on vous demande de réécrire la phrase, là, faites très attention. On ne vous a pas demandé de remplacer le mot subordonnant exprimant la cause par un mot subordonnant exprimant la conséquence. Non. On vous demande de refaire la phrase. Donc, c'est la principale qui deviendra la conséquence. Mais il faut lui ajouter un mot subordonnant exprimant la conséquence. Pendant la composition, les élèves ont remplacé parce que, par si bien que. Non, mais il faut refaire la phrase. Sinon, vous n'allez pas trouver. La coordination n'est pas la subordination. Faites très attention. Si vous mettez la coordination, vous aurez des indépendantes. Les subordonnés apparaissent uniquement s'il y a des mots subordonnants. Et ce sont ces mots subordonnants qui vous disent exactement vous avez quel subordonné. Si le mot subordonnant est un pronom relatif, vous avez une subordonnée relative. Si c'est une conjonction de subordination, vous aurez une subordonnée complétive. Si vous avez ces locutions conjonctives, comme parce que, ainsi de suite, vous aurez des subordonnées constancielles. À côté également, on peut parler de subordonnées interrogatives et indirectes qu'on a également étudiées. Donc là, il faut revoir cela. Autre chose, ce qu'on appelle la voix passive, la notion de voix passive, active. Revoyez ça. Passive, active. La mise en relief, la forme emphatique, on l'appelle aussi la forme emphatique, c'est la même chose. Si on vous dit la forme emphatique, transformer cette phrase-là à la forme emphatique, c'est le fait de mettre en relief un élément de la phrase. Ça peut être le sujet, ça peut être le complément. C'est bon? Pour la conjugaison classe, s'il vous plaît. Vous avez terminé le programme. Normalement, vous devez être capable de conjuguer tous les verbes à tous les temps, à tous les modes, mais également à toutes les personnes. Mode indicatif. 4 temps simples, 4 temps composés. Mode indicatif. Un verbe a un radical et une terminaison. Ça, c'est pour les classer par groupe. Premier groupe, deuxième groupe,
troisième groupe et les deux auxiliaires. L'indicatif compte 4 temps simples, 4 temps composés. Chaque temps simple va aider un temps composé à se conjuguer. Donc, vous devez être capable de conjuguer tous les auxiliaires à tous les temps simples de l'indicatif, à savoir le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. C'est le passé simple parfois qui vous pose problème des verbes du troisième groupe. Et ils ont 3 terminaisons différentes. IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT, comme le verbe partir, sortir, dormir, acquérir, écrire, ainsi de suite. D'autres vont avoir les US, US, UT, UMES, UTES, URENT. C'est le verbe savoir, boire, devoir, apercevoir, pouvoir, ainsi de suite. Maintenant, à ne pas confondre le passé simple de l'indicatif, la troisième personne du singulier avec l'imparfait du subjonctif. Parce que moi, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour boucler tout. Donc là, je viens au niveau des remarques. S'il vous plaît, on termine très rapidement. Donc, je ne pourrai pas revenir par temps, mais les remarques, les ressemblances classe. Faites très attention. Le verbe écrire, beaucoup d'élèves ont des difficultés pour le conjuguer au passé simple de l'indicatif. Écrire, comme conduire. Ces verbes, il faut les revoir. Les ressemblances, futur simple de l'indicatif, conditionnel présent. Ressemblance, quel temps, quel mode. Question fréquente également à l'examen. Quel temps, quel mode. Je partirai, on peut vous dire quel temps, quel mode. La seule différence entre les deux modes, c'est le S. Donc, il faudra faire très attention. Si vous prenez le passé simple de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif, il y a également une ressemblance au niveau de la troisième personne du singulier. La seule différence, c'est quoi? C'est le chapeau que vous aurez sur la voyelle. Que je bus. Comment qu'il but, c'est ça, hein? Qu'il but, vous allez avoir un chapeau. Que je? Hein? Qu'il but. C'est-à-dire que je bus, hein, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait du subjonctif. Là, je veux tout simplement, oui, c'est pour voir tout simplement la différence. Parce qu'on peut vous demander quel temps, quel mode, alors que là, vous avez oublié que le chapeau que vous avez là, c'est pour l'imparfait du subjonctif. C'est comme également, je l'ai dit tout à l'heure, le futur simple de l'indicatif et le conditionnel présent. Faites très attention. Question qui revient. Quel temps, quel mode. Et vous pouvez perdre immédiatement 2 points, comme vous pouvez gagner 2 points immédiatement. Vous avez compris? Maintenant, le subjonctif également. Le subjonctif. Retenez ceci. Tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Tous les verbes, excepté les deux auxiliaires. Tous les verbes, y compris même les verbes du troisième groupe. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est le radical. Le radical, où est-ce que vous allez former le radical? Ou bien comment vous allez former le radical? Il faut partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Et maintenant, vous allez ajouter les terminaisons du subjonctif présent, à savoir E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Excepté 7 verbes. 7 verbes. Le verbe savoir, le verbe aller, le verbe pouvoir, le verbe falloir, le verbe valoir, le verbe faire. Et je pense que ce sont ces 7 verbes-là qui font exception, c'est-à-dire qui ne vont pas respecter, en tout cas, la formation du radical, mais vont respecter les terminaisons. Donc là, faites très attention. Le verbe vouloir. Oui. Le verbe vouloir, classe. Le verbe aller, on dira je veuille. Mais que nous voulions. Attention, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions. Que j'aille, avec I, le I apparaît. Que tu ailles, qu'il aille, que nous allions. Que je vaille, valoir. Que tu vailles, qu'il vaille, que nous allions. Ces 3-là, vous les retenez. Le nous, le vous allez retourner à la forme infinitive. Vous avez compris?
Donc, il faudra faire très attention. Maintenant, le passé simple de l'indicatif pendant l'examen blanc, s'il vous plaît, les terminaisons, s'il vous plaît. Reçu, vous ne mettez pas T. Il reçut. Hein? Rivière, je pense que reçu, on avait dit. Pourquoi vous ne mettez pas T? Pourquoi? Et vous perdez des points pour un T oublié. Pas parce que le T est oublié, c'est parce qu'ils l'ont changé de forme. Ah, quand même. Ils ont amené quoi? Le participe. Oui. Vous avez amené le participe. Oui, parce qu'ils ont donné le participe passé du verbe. À la place du passé simple. Du passé Vous simple. changez le Il y a une différence. Quand je dis les élèves qui disent, madame, il y a accent circonflexe, vous m'avez donné, accent circonflexe en dictée, vous enlèvez 2 points. Au lieu de fuir. Mais si. Pourquoi? Parce que non seulement vous n'avez pas mis l'accent circonflexe, non seulement vous n'avez pas mis le temps attendu, mais vous avez changé le sens de l'expression, l'idée de l'auteur. L'auteur n'a pas émis des doutes, n'a pas émis des suppositions. L'auteur est dans la réalité. C'est ça la différence entre l'indicatif et le subjonctif. L'indicatif, le mode des faits réels. Vous changez la réalité à quoi? Au doute, aux suppositions, au waronako, yakaronako. C'est pas ça. Ok, c'est bon. Ouais. Oui, hein? On peut conclure. Oui, bon, on a passé de temps. On a beaucoup à dire. Et là, on est contraint par le temps. Donc, malheureusement, ou bien heureusement, ou bien je ne sais pas, les romans, on a 5 minutes. Mais les romans, ils l'ont vu en classe. C'est bon, c'est nickel. C'est bon. Il nous reste 5 minutes en tout cas. Maintenant, c'est 3 minutes. Une chose, j'aimerais attirer votre attention sur une petite chose, un petit détail. Vous allez vous rendre compte jusqu'à la fin de la journée que le français a occupé toute votre matinée pratiquement. Moi, j'avais dit qu'on allait faire juste 1 heure. Ce français qui a occupé toute votre matinée n'est pas du hasard. Le jour de l'examen, le français occupera toute votre matinée. Quand on aura à calculer vos points le jour de l'examen, le français prendra ses 4 en coefficient. C'est la matière la plus évaluée. Maths coef 3, le reste c'est 2. Français c'est coef 4. D'accord? Et vous ne vous en rendez pas compte. Pour vous, non, c'est français, c'est français. Non, c'est maths PC. Je ne dis pas, n'apprenez pas telle matière. Toutes les matières se valent. Mais accordez encore du temps à cette discipline. Monsieur Sow l'a dit tout à l'heure, concernant la dissertation, au second cycle, après le bac, les concours que vous aurez à faire, vous aurez toujours, ou le plus souvent, à disserter. Donc, accordez de l'importance à cette matière. Et le conseil qu'on peut vous dire actuellement, ce n'est plus le grammaire, etc., c'est de lire. Lisez. La seule chose qui pourrait vous aider dans votre vie active, c'est l'expression, la maîtrise de la langue. Vous voyez des médecins parler. Vous allez à l'hôpital, vous voyez des médecins parler et qui maîtrisent leur travail, qui savent bien soigner. Mais quand ils vous parlent, quand ils vous écrivent des ordonnances, vous avez envie de pleurer. Qu'est-ce qui manque? La maîtrise de la langue. C'est votre base. C'est votre base. Aimez-la ou bien aimez-le. La discipline ou le français. Voilà, donc, madame, merci beaucoup. Chers élèves, donc là, nous sommes arrivés au terme de notre panel, je dirais. Et comme l'a dit madame Diol, soyez vraiment patients, même si vous pensez que le sujet est difficile ou bien l'épreuve est facile du moins, faites très attention. Prenez le temps de lire, de relire et pour voir tout simplement la bonne réponse. Okay. Et comme elle a dit également, le français c'est la base. Hein? Je vois Camara en train de sourire. Mais on sait que voilà, il faudra en tout cas faire beaucoup d'efforts là-dessus. Et de toute façon, vous allez voir les résultats. Et
D'ici là, on vous dit tout simplement bonne chance pour l'examen.